Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 368 du podcast Jean Actuel Matéi. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL, la semaine 5 qui est presque terminée au moment où on enregistre parce qu'elle n'est pas tout à fait terminée. On va en reparler avec Raphaël Masmejean. Tout d'abord, bonjour Raphaël. Salut à tous. Grégory Richard est aussi là cette semaine. Bonjour Grégory. Salut Alain Raphaël, bonjour à tous. Une semaine très mouvementée en NFL, messieurs. La première défaite des Chiefs, une grosse blessure à Dallas, un beau retour, un coach viré. Il y a énormément de choses à débriefer. Nos tops et nos flops en prime pour cette semaine, bien évidemment. Vous avez l'habitude. C'est parti avec des musiques cette semaine qui nous ont été offertes par un auditeur. On remercie Orange Dola Fox. C'est plus électro que ce qu'on passe d'habitude. Il faut varier les plaisirs. Et c'est parti. Hey, how y'all doing? This is tight end for the Chargers, Antonio Gates. And you're listening to Touchdown Podcast. Et un petit jingle inédit, messieurs, je crois, parce que dans mes souvenirs, je n'avais jamais utilisé Antonio Gates. C'est un énorme affront. Raoul était allé le chercher à Londres une fois et j'avais complètement oublié de l'utiliser. Donc on a un petit jingle avec Antonio Gates qui nous dit bonjour. Les Chiefs 32, Raiders 40, c'est l'énorme surprise de la semaine. Les Raiders qui infligent leur première défaite de la saison aux Chiefs. Il y a eu de l'attaque, ça on le savait, mais il y a aussi eu de la défense. C'est peut-être ça la nouveauté pour les Raiders. Ils ont mis 21 pressions sur Patrick Mahomes. C'est le deuxième plus gros total de sa carrière. Ils l'ont intercepté pour la première fois de la saison. Est-ce qu'on croit en cette défense des Las Vegas Raiders ? Raphaël, je te laisse commencer. Écoute, je sais pas si on y croit sur du long terme et pour des résultats un peu plus tard dans la saison, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, clairement, ils ont établi le bon plan de jeu, ce qui a l'air d'être le bon plan de jeu contre les Chiefs, c'est-à-dire cette volonté de limiter les big plays en gardant plusieurs défenseurs 3-4 dans la profondeur, pour empêcher vraiment les Tyreek Hill, Watkins, tout ça de jouer là-dessus. Ce qui a pour conséquence de forcer Mahomes à faire plus de checkdowns ou alors de garder le ballon bien plus longtemps dans la poche et donc avec une ligne offensive qui est pas moi je la trouve pas tellement moins bonne que l'an dernier, mais qui est une ligne offensive moyenne. Le fait de devoir garder le ballon plus longtemps, forcément elle finit par craquer, et c'est aussi pour ça, c'est aussi ces pressions qu'on voit du coup, enfin ce chiffre de pression subie bien plus importante parce que Mahomes ne pouvait pas lancer le ballon aussi rapidement que d'habitude, en profondeur notamment. Donc le plan a été parfaitement exécuté. T'as un Max Crosby qui a encore su faire du dégât sur le pass rush. Donc à défaut, à mon sens, je pense que c'est une défense qui manque encore de talent, mais à défaut d'avoir tout le talent, ils sont au moins bien coachés et avec un plan de jeu efficace. Donc là-dessus, ça reste positif forcément. Grégory, ce plan de jeu, moins de rush, mais plus de couverture, est-ce que c'est facile à reproduire du coup ? Est-ce qu'on a une recette pour battre les Chiefs ? Ou alors est-ce que justement la défense de Las Vegas a très bien joué ? Écoute, en tout cas, oui, je rejoins globalement ce qu'a dit Raph. C'est vrai que moi qui suis souvent assez critique justement sur cette défense de Las Vegas, là au moins ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup d'assignations oui, c'est ça, enfin il y a eu des ajustements, c'est le mot que je cherchais, pardon, à la mi-temps, parce qu'en début de match ça a quand même été très 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 compliqué. Je crois qu'ils prennent 21 points, les Chiefs marquent déjà 3 touchdowns assez rapidement, rien qu'en début de deuxième mi-temps. Et ça a été une déferlante pendant un petit moment. Et ils ont réussi à stopper l'hémorragie avec, comme le disait Raph, quand même du pass rush malgré tout, parce que Crosby fait son match. J'ai été étonnamment surpris par un Clelin Ferrell notamment, que je trouvais pas mal en dedans depuis le début de la saison et qui a apporté un peu plus de pression, même si s'il n'était pas systématiquement collé au basque de Mahomes. En tout cas, il l'amenait en effet à scrambler assez souvent pour être susceptible d'enfin trouver une cible. Et ça, c'est assez notable. L'intérieur de la ligne de Kansas City qui a également qui est
qui souffre quand même beaucoup, je trouve, de l'absence du Duvernay tardif semaine après semaine. Ça, c'est quand même indéniable. Mais voilà, pour revenir sur la défense de Las Vegas, je sais pas s'ils pourront reproduire le même plan de jeu, parce que là, pour le coup, on vante la défense à raison, mais ils prennent 32 points. Donc voilà, ce sera pour taper de toute façon les Chiefs cette année. Il faudra que ce soit un alliage où toutes les escouades seront au rendez-vous. Après, ils ont au moins des clés justement pour pouvoir éventuellement embêter pas mal d'autres bons quarterbacks de cette ligue ou en tout cas de cette division. Oui, quand j'ai dit moins de pass rush vers Mahomes, je voulais dire moins de blitz surtout, moins de monde pour le pass rush et plus de monde en couverture, c'était surtout ça que je voulais dire. Est-ce que justement ça a montré aussi que les Chiefs se sont peut-être un peu trop reposés, comme le disait Raphaël, sur les grosses actions ces derniers temps, et Patrick Mahomes le disait, il disait il faut pas qu'on fasse que des exploits quand je sors de la poche, et qu'il y ait un jeu aussi plus posé et plus efficace, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Bah après, ils sont partis avec ce concept-là, hein. De vouloir absolument faire des big plays en cascade. Il y a quasiment qu'avec le running back ou avec Travis Kelce qui font du jeu plus ou moins court. Sinon c'est vraiment c'est du jeu hyper agressif, et c'est ce qui leur permet d'être tranchants jusqu'au bout. Après ouais, peut-être qu'il faut réadapter éventuellement pour être un peu moins prévisible entre guillemets, mais quand on a un quarterback comme Mahomes qui peut lancer dans n'importe quel contexte, je sais pas s'ils le sont autant. Donc Raphaël, ça t'inquiète, toi, cette manière de fonctionner ? Ça m'inquiète pas particulièrement. Enfin, c'est quand même la manière de fonctionner qui leur a permis d'être champion. Alors oui, c'est vrai que des fois, peut-être que maîtrise un peu plus le tempo avec un peu plus de jeu court, comme par exemple des équipes comme le Patriots ont pu très bien le faire certaines années avec... Oui, ça pourrait être intéressant, c'est sûr, mais en même temps, toutes les équipes de la ligue n'arrivent pas non plus à bloquer leur big play. Enfin, je veux dire, là, les Raiders ont réussi cette année. Pour le moment, personne d'autre n'avait réussi cette saison. Voilà, est-ce que ça passera d'autres... Enfin, je pense que... je sais pas, je dirais pas qu'il faut tout changer. Et d'ailleurs, c'est même pas le sens de la déclat de Mahomes, hein, mais... effectivement, peut-être varier un peu plus. Pourquoi pas bon. Alors, on parle beaucoup des Chiefs, mais le sujet, c'est quand même aussi les Raiders. Il faut leur rendre hommage. Ils étaient menés 21-10. Il y en a quand même beaucoup qui auraient fini par céder, notamment contre les Chiefs. Et sur les 6 possessions suivantes, ils ont limité les Chiefs à 3 points. En attaque, ils ont donc été complets. La base, c'est le sol. Il y a 144 yards. Et il y a un très bon Derek Carr. Alors, je crois que c'est la semaine dernière, en plus, Raphaël, que je t'ai dit que je commençais à me demander et à me poser des questions alors que je l'avais soutenu jusque-là. Là, il a 347 yards dans les airs, 3 touchdowns, une interception. L'attaque, elle était complète. Ouais, l'attaque était complète. Moi, je dirais même que c'est peut-être le meilleur match de Derek Carr en carrière. Peut-être pas sur l'ensemble des statistiques, mais je trouve que c'est vraiment une de ses meilleures performances, parce que pour moi, il a été très très bon dans ce qui était, à mon sens, son plafond de verre, le secteur où il était pas bon, c'est les lancers en profondeur. Là, il a 6 passes de plus de 20 yards dans les airs sur ce match-là, 4 sur 6 complétés, 219 yards, 2 touchdowns. Et pour moi, c'était un peu ce qui limitait ces Raiders, c'est cette incapacité à faire des big plays à la passe. Ça limitait le play call, c'était limitant pour Derek Carr. Et à partir du moment où il arrive un peu à passer au-dessus de ça, ça ouvre forcément l'ensemble. Donc je pense qu'il est peut-être bien aidé aussi par une nouvelle cible comme le rookie Ruggs qui doit apporter forcément dans le secteur. Mais voilà, c'est vraiment positif et un bel espoir pour les Raiders, à mon sens, si Derek Carr débloque son jeu sur la profondeur. Ruggs, c'est 118 yards en 2 réceptions. Donc a priori, oui, c'est une menace en profondeur. Grégory, est-ce que tu étais convaincu par le jeu aérien de Las Vegas ? Oui, alors convaincu, je rejoins globalement ce qui a été dit. C'est vrai que ce qu'on pouvait reprocher ces dernières années à Derek Carr, et ça rejoint notamment la déclaration qu'il avait en début de saison sur la notion de respect, c'est qu'encore une fois, depuis son retour de blessure, c'était un joueur propre, mais qui n'était pas forcément aussi explosif que ce qu'on avait pu voir notamment en sortie de Fresno. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que sur ce match-là, en effet, il y a ce jeu beaucoup plus prononcé, beaucoup plus vertical, qui le rend du coup beaucoup plus excitant. Un peu ce qu'on pouvait voir par exemple lors du début de saison avec les débuts d'El Rio, où ils vont gagner par exemple chez les Saints, ce genre de phénomène où on se dit finalement les Raiders ils peuvent taper n'importe qui, parce que enfin Derek Carr est capable de redevenir le playmaker qu'on attendait de lui quand il a été drafté en début de deuxième tour. Donc là c'est vrai, après tout se goupille plutôt bien, il y a un jeu au sol qui fonctionne correctement, ils arrivent à impliquer un Devontae Booker également en tant que deuxième running back, un joueur qui sort de nulle part.
Mais voilà, il y a un très bon boulot de Derek Carr qui concerne en plus, je crois qu'il y a 11 joueurs différents qui ont été ciblés sur ce match-là, dont 10 qui ont des réceptions à l'arrivée. Mais ouais, non, c'est sûr que si en plus, alors qu'on pensait que le poste de receveur était quand même une petite problématique du côté des Raiders, si en plus il arrive à impliquer tout le monde, c'est vraiment de bon augure pour Las Vegas, et encore une fois, voilà, avec les progrès défensifs qu'on notait tout à l'heure, ça confirme que les Raiders seront une équipe à surveiller de près dans l'optique des playoffs. Alors, 3 victoires, 2 défaites, ils prennent 30,4 points par match, ils marquent 30,2 points par match. Donc ils prennent encore plus de points à 0 de près que ce qu'ils ne mettent. Est-ce qu'on y croit à cette équipe des Raiders? Ils ont quand même un calendrier pas simple, hein. Ils sont à 3-2, mais en regardant de près, je sais pas s'ils vont jouer beaucoup d'équipes avec un bilan négatif, hein. Alors, je te le donne, Buccaneers, Browns, Chargers, Broncos, Chiefs, Falcons, Jets, Colts, Non, mais je te dis... Chargers, Dolphins, Broncos. Ouais, enfin, je parlais des équipes qu'ils ont déjà joué en l'occurrence, mais c'est vrai que du coup, le calendrier devient un peu plus abordable. Et si tu te retrouves à 3-2 en ayant dû affronter les Saints, les Bills, les Panthers... Oui. Et voilà, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu joues des équipes un peu plus à ta portée, il y a quand même moyen d'aller chercher des victoires. Donc, on a vu qu'en fin de saison dernière... Le côté jeunesse, inexpérience, ça avait coûté cher, notamment au mois de décembre. Ça va être une clé également fondamentalement, notamment au niveau des tranchées. Surveiller les blessures, bien entendu, parce qu'on voit qu'il y a toujours une hécatombe assez profonde dans la ligue. Mais oui, je ne vois clairement pas, à l'heure actuelle, de par ce qu'ils ont montré, ce qu'empêcherait Las Vegas de jouer au mois de janvier. Alors, est-ce que tu te rallies à ma cause aussi, Raphaël, playoff ou pas? C'est clairement un des prétendants, ouais. Place 6-7 en playoff, c'est jouable vu ce qu'on voit, effectivement. Bon, c'est une des belles histoires donc de la saison pour les Raiders. Je voudrais pas dire que je l'avais annoncé, mais... Cowboys 37, Giants 34, c'est la terrible image de la semaine. Cheville cassée pour Dak Prescott, fracture ouverte, opération le soir même, saison terminée. Andy Dalton est le nouveau quarterback des Cowboys. Oui, c'est Andy Dalton là. D'abord un mot sur Dak Prescott, il est stoppé alors qu'il était le joueur le plus productif de la ligue sur les yards gagnés dans les airs. Il jouait avec le franchise tag, donc il sera libre en mars. C'est un énorme coup dur pour lui. La bonne nouvelle, c'est qu'apparemment on se remet bien de ce genre de blessure, donc... tout le monde a l'air d'être plutôt positif. Là, Jerry Jones disait qu'il sera prêt pour la deuxième partie de la préparation de la saison. Stephen Jones dit il est l'avenir. Donc a priori, on continue et c'est juste une blessure. On va trouver un terrain d'entente et ça continue à Dallas. Bah, en tout cas, on verra ce que les médecins des Cowboys en pensent, tout ça. Après, pour nous, c'est toujours compliqué de parler de ce genre de blessures et de cas-là parce qu'on n'est vraiment pas dans les petits papiers pour avoir des infos précises là-dessus. Mais moi, de ce qu'il a montré en ce début de saison, je vois pas très bien ce que Dallas espère de mieux actuellement dans la ligue, en fait. Enfin, à cette position-là, sincèrement, en tout cas en free agent, j'en vois pas. J'en vois clairement pas. À la draft, est-ce que, vu l'équipe qu'ils ont, est-ce que c'est vraiment la peine de se lancer dans un truc d'un quarterback rookie? Je crois pas. Donc autant renforcer la ligne offensive qui s'était pas renforcée à temps, on le voit. Autant aller chercher de la défense. Enfin, donc pour moi, oui, ils doivent re-signer Dak Prescott. Enfin... Bon, ça paraît à peu près clair. A priori, c'est juste que ça leur fera économiser un peu d'argent. C'est ça. C'est juste que ça ferait chier un peu le quarterback pour le coup. c'est juste que c'est froidement ça. Stephen Jones, c'est vrai que certains le faisaient remarquer dans les commentaires du site, qui dit c'est l'avenir du club, fallait lui donner un contrat avant dans ce cas-là. Donc Dalton a pris le relais, 9 sur 11, 111 yards, il a mené son équipe à 2 touchdowns et 2 field goals, dont celui de la gagne. Ils sont évidemment moins bien avec Dalton que Prescott, mais est-ce qu'ils sont si mal en attaque que ça avec Dalton dans une division faiblarde et plein de receveurs à sa disposition? Je sais, non, mais heureusement qu'il y a une attaque, hein. Mais après, c'est pareil, Andy Dalton ou pas Andy Dalton, il y a une ligne offensive qui est de plus en plus en déliquescence, notamment avec les cascades de blessures qui s'accumulent. Le dernier en date, je crois que c'était Aaron Smith, oui. En l'occurrence, qui ne rejouera pas de la saison. Et ça se voit quand même, hein. En plus contre une défense des Giants qui ces dernières semaines progresse de manière assez significative, avec notamment un pick six, il me semble, de Kyler Fackrell en début de rencontre. Bah, que ce soit avec Prescott ou avec Dalton, ils ont donné un petit peu de pain sur la planche au quarterback adverse. Et ouais, de toute façon, il va falloir que cette attaque elle continue de tourner à plein régime parce qu'il y a tellement rien à côté que voilà quoi. Ça va être le motif. Juste pour finir sur l'attaque, 133 titularisations en carrière pour Dalton. Il a déjà montré qu'il peut jouer correctement quand il est bien entouré. Alors évidemment la ligne offensive pose problème, mais Raphaël, il y a quand même des motifs de se dire que dans cette division, j'insiste là-dessus, il y a quand même moyen de passer, même avec Andy Dalton.
Oui, je te rejoins. Même avec Andy Dalton, il y a quand même moyen de passer dans cette division. Alors après, est-ce que c'est un but ultime en soi de passer dans cette division? Je sais pas vraiment non plus non, je dirais pas l'intérêt de la chose, c'est toujours bien de gagner, mais bon. Il peut faire, comme tu dis, il y a une sacrée squad de skill players intéressante. Alors je pense qu'Andy Dalton va être un peu plus en difficulté derrière cette ligne offensive que Dak Prescott, parce que mine de rien, il est quand même un peu... On n'en parle pas trop, mais Prescott, c'est sortir de la poche, est un peu mobile. Ça lui a coûté cher d'ailleurs. Oui, Ouais. c'est ce que j'allais dire. Non, mais tu vois, le Dalton qu'on voyait ces dernières saisons à Cincinnati, c'était quand même pas très bon derrière la ligne offensive, déjà faiblarde des Bengals. Là, ça, c'est pas actuellement avec toutes les blessures, celle de Dallas n'est pas franchement meilleure que ce qu'Andy Dalton a pu connaître au cours de sa carrière. Donc, je pense que ça va être moins fort en attaque, mais ça devrait être suffisant pour gagner quelques matchs de NFC Est face aux rivaux de la NFC Est et donc potentiellement de finir en tête de celle-ci. Après, je rejoins Greg vu ce qui, enfin, est-ce que tu rejoins Grégory, l'attaque il y a eu une petite menée coupure. par Andy Dalton va On suffire espère à qu'on va te récupérer le récupérer. retard pris en défense? Non. Voilà. Alors, Raphaël, il y a eu une petite coupure. Tu disais, je rejoins Grégory. Non, je rejoins Grégory sur la. Est-ce que l'attaque menée par Andy Dalton va suffire à combler les lacunes de la défense? Ouais. Dak Prescott y arrivait, je suis pas certain que Dalton y arrive. Ça, c'est vrai que c'est un problème. Les Giants marquaient 12 points par match avant dimanche. Là, ils en passent 27. Alors, il y a un touchdown défensif en plus. Donc, alors, attendez, ça fait 27. Je vous dis une bêtise. Oui, c'est ça. Ça fait 27 plus le touchdown défensif. Donc, ils font 34 au total. Ils passent à quelques coups de sifflet de gagné en plus. C'est pas un match très très large. Si Dallas ne stoppe pas l'attaque des Giants, en effet, c'est à désespérer de tout. Est-ce que le schéma de Mike Nolan est trop compliqué, comme le disait Richard Sherman en observateur extérieur? Grégory, je te vois gonfler les yeux. Je sais pas si c'est trop compliqué, mais bon, à un moment donné, ça fait quand même un petit peu peur. Je sais pas. Alors, paradoxalement, il y a des joueurs qui ont l'air de se montrer un peu mieux. Je pense à un DeMarcus Lawrence qu'on a un peu plus vu, mais la ligne en face, c'est pas dingue non plus, quoi. Donc, oui, on peut se rassurer en disant qu'il y a un tant soit peu plus de pression. Il y a un tant soit peu plus de blitz également, mais bon, je vois pas en quoi. Encore une fois, Mike Nolan, il est pas né de la dernière pluie. C'est un coordinateur depuis maintenant plus de 20 ans, donc je vois pas ce qui ferait spécifiquement que son schéma défensif serait un peu plus compliqué qu'un autre. Donc ouais, non, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un groupe qu'on a voulu rajeunir également en défense, qui, on va se répéter un petit peu, mais qui a perdu également. Quelques joueurs importants, mais en attendant, ouais, il y a un groupe qui s'est rajeuni et qui n'arrive pas à trouver des solutions, notamment dans le domaine aérien, et c'est assez criant sur ce match-là, parce que bon, Daniel Jones, même si elle est perte de balles, il s'est quand même globalement baladé sur ce match-là, je trouve. Alors Raphaël, est-ce que tu nous entends? On sait que tu es à la campagne, donc c'est un peu compliqué, cette grande ville avec une tour Eiffel, visiblement on capte mal. On parlait de Daniel Jones, qui a perdu son petit fumble, parce qu'il faut entretenir les stats, mais il avait le ballon à 1 minute 50 de la fin pour aller chercher la victoire, il n'a pas réussi. Ça reste une équipe des Giants incroyablement pauvre. Oui, incroyablement pauvre, notamment en attaque, qui n'arrive pas à se sortir de ce marasme autour de sa ligne offensive. Ça bloque depuis plusieurs années là-dessus. Ça manque de receveur numéro 1, donc je suis pas convaincu par Daniel Jones, mais je lui trouve pas mal de circonstances atténuantes en attaque en tout cas, pour le matos à faire, et même si ces problèmes de fumble ça vient quand même de lui. Donc oui, non, comme tu le dis, une équipe des Giants assez pauvre. La bonne surprise, je dirais que c'est la défense depuis 2-3 semaines qui montre un visage pas si mal pour une équipe qui, à mon sens, encore une fois, manque de talent. Enfin, quand tu regardes les noms de la défense, c'est pas ultra convaincant, et la cohésion globale, le rendu commun est pas si mauvais par rapport au niveau général. Donc là-dessus, c'est l'espoir de la saison, on va dire, pour les Giants, je trouve. On passe aux Falcons et aux Panthers. 16 pour les Falcons, 23 pour les Panthers. Alors j'allais dire, j'ai pu pavoiser sur les Raiders et c'est au tour de Grégory pour les Panthers, mais j'avais oublié que c'est les Falcons en face. Donc là je sais plus, il doit être partagé, ça doit être kafkaïen. Cette fois en tout cas c'est fait, après 4 défaites ou 5 même, Dan Quinn n'est plus le coach des Falcons. Ça semble ultra logique sur ce qu'on a vu depuis le début de la saison, Grégory, quand même. Oui, un petit peu quand même. C'est vrai que je vais pas vous le cacher, je suis pas tombé de ma chaise non plus quand la nouvelle est tombée. Elle arrive avec
15 jours de retard, je trouve. Parce que je pense qu'après la débâcle contre Chicago, fallait déjà arrêter les frais. Mais, Tu veux dire 1 an et 15 jours de retard ou... Je sais pas, parce qu'encore une fois, on lui a laissé le bénéfice du doute sur la deuxième partie de saison. L'équipe a réagi. Après, malheureusement, ce qu'on en a fait derrière, c'est un peu compliqué. À partir du moment où les erreurs se sont répétées 2 fois, rien que sur les 3 premières semaines, oui, je vois pas trop l'intérêt qu'il y avait à continuer. Et je pense qu'il fallait profiter de la semaine de Green Bay pour travailler un petit peu les gammes, entre guillemets. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Là, en plus, l'attaque fonctionnait pas forcément très bien contre cette équipe de Carolina qui, mine de rien, ces dernières semaines a réussi à faire déjouer Justin Herbert sur une de ses rares contre-performances depuis le début de sa saison. A réussi à faire déjouer Kyler Murray, fait déjouer également Matt Ryan en l'occurrence, même si le run-stop continue d'être un petit peu en délicatesse, avec notamment un très bon Todd Gurley ce week-end. Mais ouais, non, là très clairement, t'as pas de défense habituellement, là en plus t'as pas d'attaque. Bon, il fallait passer la main, il était temps, et puis on l'aurait bien gardé pour continuer d'avoir une mauvaise fiche et une bonne place à la draft, mais bon, du coup, ça va enchaîner 4 ou 5 victoires d'ici la fin de la saison. mais même sur les choix offensifs, il y a quand même des choses particulières, c'est-à-dire que Todd Gurley, tu parlais de lui, fait une première série superbe, et ensuite il disparaît jusqu'à la mi-temps. Ouais, c'est ça, mais après, c'est ce que je te dis, mais Dirk Koetter, de toute façon, a rarement été épargné du côté d'Atlanta. Son premier mandat, entre guillemets, en tant que coordinateur offensif, était quand même assez décrié. Il y avait beaucoup de décisions, notamment sur les troisièmes tentatives, qui étaient assez calamiteuses. Et malheureusement, alors que l'année dernière, on pouvait voir quelques éléments assez intéressants, c'est pareil, c'est vraiment du play calling, un petit peu de feignasse, si je peux parler ainsi. Voilà, on va vouloir absolument cibler le Calvin Ridley. Tiens, Calvin Ridley à droite, Calvin Ridley à gauche. Bon, voilà, je veux dire, quand ça passe pas, et au bout d'un moment, Ridley, il est aussi humain. Quand en plus Russell Gage fait un mauvais match à côté, et que, Hayden Hurst, c'était quand même un petit peu une déception en ce début de saison, même s'il a pu capter quelques TD. Voilà, je veux dire, ouais, je pense que c'est pas un hasard que Dirk Koetter n'ait pas été nommé coach intérimaire. Voilà. Oui. Il n'y a pas que ça, mais je pense que son rendement en tant que coordinateur offensif fait pas l'unanimité globalement du côté d'Atlanta. Je précise pour les auditeurs, quand je dis Gurley disparaît, c'est juste qu'on ne lui donne qu'un seul ballon sur les 2 séries suivantes, alors qu'il a fait quasiment 59 yards, je crois, sur la première série, donc c'est assez incompréhensible. Le temps était venu, Raphaël, parce que au bout d'un moment, les blessures, c'est une excuse, mais il y a quand même dans cet effectif sur la feuille de match ce jour-là, Matt Ryan, Calvin Ridley, Todd Gurley, des linemen draftés haut dans tous les sens. En défense, il y a quand même Dion Jones, Keenan Neal, Grady Jarrett, Dante Fowler. En face, il y a Teddy Bridgewater et Mike Davis, quoi. Donc non, mais le contraste en plus est terrible sur ce match, parce que t'as Matt Rhule et Joe Brady qui font plus avec rien, quoi. Ouais, non, mais je te rejoins globalement sur... je vous rejoins tous les deux, hein. Il était temps de tourner la page. Clairement, on sent un peu une équipe qui semblait arriver en fin de cycle, même je trouve en termes d'impression, ce qui donne... ils ressortent ce match, un manque de combativité, un manque de vie, un manque de pêche, de dynamisme pour aller chercher quelque chose de plus. Donc forcément, la manière était devenue tellement catastrophique depuis quelques semaines du côté d'Atlanta, au-delà de la défaite pure, la manière était vraiment problématique. Donc pas de surprise. Voilà, après maintenant Atlanta, à voir vers quoi ils se dirigent. Un gros ménage complet, et par là j'entends pourquoi pas Matt Ryan, Julio Jones, réfléchir à ce genre de choses, ou essayer de repartir à mi-chemin, on va dire. Bon. Alors Greg, 2 questions. Quel coach tu veux, ou quel type de coach tu veux, sans donner, même pas forcément un nom, tu peux me donner un profil, et avec ou sans Matt Ryan. Il y a forcément un profil qui ressort quand même beaucoup, un nom qui fait globalement l'unanimité actuellement du côté d'Atlanta. Je pense qu'il faut un coach avec du caractère. Je pense qu'il faut arrêter avec les coachs défensifs, tout ça machin. Moi je serais pas contre avoir un coach offensif qui donne les clés du camion à un coordinateur expérimenté en défense. Parce que si on regarde les noms ces dernières années des coordinateurs défensifs à Atlanta, il y a quand même 2-3 mots de tête, hein. Il y a quand même des mecs dont on se demandait presque ce qu'ils faisaient là. Après oui, si tu veux un nom éventuellement, oui, il y a un nom qui ressort souvent et qui peut correspondre à ce profil-là, c'est Eric Bieniemy à Kansas City. Donc voilà. Après, est-ce qu'il sera après,
Il est déjà cité à Houston parce que Deshaun Watson le veut, je crois qu'il va être cité partout lui. Oui, bah de toute façon, voilà, après, on dira l'effet Mahomes ou pas l'effet Mahomes, en tout cas, il sera pas mal courtisé, mais je pense que cette équipe, oui, a besoin d'une identité forte, a besoin de vraiment d'être beaucoup plus agressive déjà par rapport à ce que disait Raph tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une équipe qui, de toute façon, a pas de motivation. Alors, c'est sûr que là, forcément, le contexte fait que, au bout d'un moment, à force de te prendre des portes à la tronche en quatrième quart, au bout d'un moment, t'as plus forcément autant envie de te battre. Mais voilà, c'est une équipe qui est bien trop jeune, à mon goût, sans d'expérience, et il faut en insuffler un petit peu avec un coach de caractère. Après, avec ou sans Matt Ryan, tout dépend de la situation. S'ils sont numéro 1 de la draft, je pense qu'il faudra passer à autre chose. Après, c'est toujours la même chose. Il y a un salary cap qui a été géré de manière assez compliquée, et c'est ce qui explique également le débarquement de Thomas Dimitrov, le GM, que si tu te débarrasses pas de Matt Ryan, t'auras pas une flexibilité monstrueuse pendant le cursus de free agency. Bon, en tout cas, ce sera à surveiller. Après, ça semble peu probable quand même qu'ils aient le premier choix de la draft. Ils devraient en gratter quelques-uns avec les équipes new-yorkaises vont être coriaces, mais oui, c'est ça. Alors, ça me paraît quand même compliqué qu'Atlanta finisse plus bas que eux. Et le calendrier est pas simple. Hein. Ils jouent encore 2 fois les Saints, 2 fois les Bucks, les Chiefs, les Raiders. Il va falloir aller les chercher ceux-là. Hein. C'est vrai, mais les Jets sont Adam Gaze. Donc, pour l'instant. Calendrier. Écoute, on est en train de cocher au fur et à mesure. Donc Bill O'Brien, c'est fait. Dan Quinn, c'est fait. Maintenant, ça se joue entre Matt Patricia et Adam Gaze. C'est ça, c'est les deux. Oui, principalement. On est d'accord, j'en oublie pas. Allez, Grégory, remets-toi. On te laisse 1 minute pour pavoiser sur les Panthers. C'est du bon boulot, du Teddy Bridgewater, du Matt Rule, du Joe Brady, comme tu nous l'avais dit, et en plus du gros matos en défense, c'est le cas de le dire. C'est ça. Non, mais alors je le disais, hein, honnêtement, déjà ce que je trouve intéressant, c'est que la défense, avec tous les ajustements qu'il y a eu pendant l'intersaison, avec tous les rookies qui sont arrivés et qui ont intégré l'équipe première, encore une fois, je trouve que voilà, ça progresse malgré tout. Le boulot qu'arrive à faire Joe Brady avec Teddy Bridgewater, je le répète, ne m'étonne pas. Je pense pas que chaque semaine ce sera ça, mais en tout cas, sans être fabuleux, Bridgewater ne fait pas perdre son équipe. Il l'a fait même gagner sur certaines séquences. Donc voilà, après, encore une fois, c'est pas monstrueux de taper les Chargers, les Cardinals et les Falcons vu la période actuelle, entre guillemets. Mais voilà, c'est des succès qu'il faut réussir à glaner en NFL, surtout pour une équipe qui était annoncée en claire reconstruction avec toutes les pertes qu'ils ont eues pendant l'intersaison. Et voilà, c'est une équipe, je pense, qui va se battre jusqu'au bout parce qu'il y a un 7ème spot en NFC qui me paraît pas si gagné d'avance pour n'importe quelle équipe. Donc jusqu'au bout, je pense qu'ils seront dans la course, les Panthers. Raphaël, mais à culpa aussi alors sur les Panthers, on est dans le même camp. Bah oui, on est obligé, au bout d'un moment, on les voyait pas loin des dernières positions, donc forcément on est obligé de reconnaître qu'on s'est plutôt trompé là-dessus, même. Je pense que voilà, l'importance du coaching staff qui faisait sa première année en NFL, qu'on n'avait pas forcément bien jaugé et qui arrive à tirer plus d'un groupe que moi je trouve encore un peu limité, donc voilà, bravo à eux. Même si et je suis surpris aussi par la saison de Robbie Anderson, qui était bon chez les Jets, mais qui était un peu sur courant alternatif, qui avait aussi des blessures. Là, pour le moment, tout marche de ce côté-là, donc forcément, c'est un vrai plus dans ce système. Donc écoute, tant mieux, ça demande qu'à confirmer sur le long terme, et à quelque part, c'est bien de voir des nouveaux coachs en NFL commencer à réussir, parce que ça permet de recycler un peu un écosystème de coachs en NFL qui était un peu toujours les mêmes, de coachs, de coordinateurs. Là, on a de nouveaux. Mais oui, il y en a marre de Belichick. Pardon, je l'ai dit à haute voix. Non, mais voilà, c'est pas mal de voir des nouvelles têtes s'imposer dans le coaching, et donc tant mieux. Je crois que pire que Belichick, c'est les assistants de Belichick qui vont prendre des équipes et qui se plantent. C'est ça. Ça, c'est le plus fatigant, je crois. Mais bon, exactement comme toi, j'ai envie de dire tant mieux, quand on se trompe comme ça et que ça fait une belle équipe qui réussit bien, qui se reconstruit vite, c'est toujours agréable. On préfère clairement dans ce sens, se planter dans ce sens, du moins vers le plus que l'inverse, donc tant mieux. Clairement, et ils vont bientôt récupérer Christian McCaffrey dans 2-3 semaines, je crois, grosso modo. Donc ça va rajouter une couche à cette attaque. Petite pause et le reste des matchs. Hey, it's Jack Rabbit. You listening to the Touchdown Podcast. Tune in, baby. Les autres matchs de la semaine avec l'ami Jack Rabbit. C'était qui ? C'était pas toi, Raphaël, d'ailleurs, qui l'avait eu Raoul et moi.
Ouais, c'est ça, hein. Ça Ouais, me ouais. rappelle quelque chose, Jack Rabbit. Washington 10, les Rams 30, c'est une belle histoire dans ce monde de brutes. Alors je me suis dit, tiens, on va commencer par ça, alors que c'était un match quand même assez oubliable. Quasiment 2 ans après une terrible fracture de la jambe, suivie de complications, d'affections encore plus terribles. J'étais en train de me dire, les joueurs NFL, ils sont censés avoir ce qui se fait de mieux en termes médicaux, mais on est quand même sur des jambes infectées et des poumons perforés par des médecins, hein, quand même, ces dernières semaines. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Alex Smith donc était de retour sur le terrain. Est-ce que vous avez déjà eu aussi peur en regardant un mec jouer? Je sais pas, moi j'étais terrifié quand je le regardais jouer. Je me disais, il va se casser en deux, ça va être horrible. Sur la deuxième action, il y a quand même Aaron Donald qui lui monte sur le dos. Ouais, bah tu sais que la deuxième action, il prend 6 sacs. C'est lui qui prend les Il 6. prend 6 sacs, ouais, Ouais, c'est ça, ça, hein. 6 sacs. Ouais, bah écoute. Dont 4 de Donald. Bon, il est remis dans le banc, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Au moins là après, forcément on s'attendait à une certaine appréhension en se disant le premier choc va sans doute être difficile à encaisser. Bon, bah là au moins il est sorti du match, il a fait les gars, je pense que tout tient en place. Sachant qu'il n'avait pas pris de choc à l'entraînement. Hein. Oui, oui. Bon, ça vous. Ah, je suis plus sentimental pour une fois. D'habitude. Non, mais c'est. Non, mais Alors attends. honnêtement, d'habitude ça me fait rien, mais là tu vois ça me faisait un petit truc. Je regrettais, tu vois, autant je m'en fous du public, autant là je regrettais que le stade soit pas plein, ça aurait été ouf. Non mais alors attends, je veux pas faire le mec un peu cynique ou quoi que ce soit. Franchement, l'histoire est vraiment extraordinaire, vraiment réussir de revenir de là où il est revenu avec vraiment l'effort que ça comprend. Le simple fait qu'il arrive à rejouer un snap en NFL, c'est un exploit vraiment incroyable. Après, à partir du moment où le mec il décide de revenir jouer dans un match NFL avec les problématiques que ça implique, bah à un moment donné tu te dis bon oui au début tu te dis ah c'est pas passé loin, et puis après bon bah il prend un sac, 2 sacs, 3 sacs, tu te dis bah oui bah il l'a voulu aussi au bout d'un moment. J'aime bien quand tu dis les problématiques que ça implique, c'est-à-dire se prendre des mecs de 140 et voilà, quand t'es quarterback, voilà, il y en a qui voient beaucoup le salaire, les Non, mais entre guillemets, les filles, tout ça, machin. Ouais, bah il y a aussi des sacs que tu prends dans la gueule sur chaque rencontre, hein. Ça fait partie des C'est vrai, impondérables du c'est poste. vrai. Bon, après, ceci étant dit, Washington a gagné 108 yards en 60 minutes, ce qui est à peu près ce qu'il aurait gagné avec sa jambe dans l'état qu'elle était il y a un an s'il avait sprinté. Donc, ils sont à 2,1 yards en moyenne par action. Non, mais... Ouais, bah mais c'est pas une surprise. Que ce soit Alex Smith ou Kyle Allen, ils apportent rien de plus que Dwayne Haskins à cette attaque qui est vraiment... ou rien ne va, que ce soit le casting autour ou le schéma, j'ai envie de dire, au niveau offensif, il n'y a rien d'enthousiasmant. Une fois que tu arrives à bloquer Terry McLaurin, qui s'est tapé Ramsey une bonne partie de la journée sur le dos, bah derrière, donc bon, pas de surprise. Enfin, bon, pas de surprise. Ceci étant dit, pour l'avoir maté, il faisait un temps apocalyptique sur la fin du match. Il y avait... Ouais. Bon, évidemment, ça doit pas jouer autant. Non. Mais il y avait plus vraiment. C'est-à-dire que les Rams sont marqués, je crois, sur leurs 3 ou 4 premières possessions. Et après, en fait, il se met à pleuvoir et il n'y a plus de match, quoi. C'est fini. On se roule dans la boue. On regarde Alex Smith. Puis tu sais, il y a le scénario vraiment horrible de. Il le laisse dans la flotte. Le mec va se faire péter la jambe sous la flotte. Tu sais, genre mauvais film noir, quoi. Dwayne Haskins s'est changé. Quelqu'un en veut? Il serait éventuellement disponible pour un échange. Ouais, mais alors qu'est-ce que tu mets sur lui à l'heure actuelle? Je sais pas, à mon avis, ça va pas se bousculer plus que ça. Hein. Bon, Peut-être un petit que tu- troisième, non? Bon, troisième, ça me paraît. Quatrième? Moi, j'allais Rosen, dire. il a été changé pour quoi déjà? Deuxième. Ah ouais. Franchement, excuse-moi, du coup, si Rosen a été changé sur un deuxième, tu peux tenter un quatrième pour Haskins. Hein, Au pire, tu peux payer en masque en ce moment. Non, mais Par les temps qui regarde, courent. alors, moi, je fais peut-être une fixette sur cette équipe, mais actuellement, je vois pas pourquoi un Chicago tenterait pas un quatrième sur un Haskins et le mettrait en concurrence l'an prochain avec un quarterback rookie ou. Ah non, non, mais- Quand t'as 2 quarterbacks, t'as pas de quarterbacks. Quand t'en as 3, alors là. Ouais, non, mais je veux dire, comme ça, tu vires Trubisky, tu vires Foles et puis c'est réglé, quoi. Tu vois, Mais on oui, sait que ça donnera. tu donnes les clés du camion à Haskins à Chicago. En plus, pas de pression parce que de toute façon, c'est pas une franchise de l'IQB. Donc... Voilà, on lui je veux dira dire, pas, dis donc, pourquoi l'autre il était meilleur que toi, tout ça. Bon, écoute. Moi, je pense que bon, il est pas tellement aidé, ce pauvre garçon. Il est jeté assez vite de l'immeuble, quoi. Bon, les Rams ont marqué 3 touchdowns. Voilà, c'est ce que je disais sur leurs 3 premières possessions. C'était fini. Ils seront testés un autre jour. A priori, on parlera de la semaine prochaine. Voilà. Après, eux qui n'ont pas eu de pré-saison, c'est pas mal d'avoir commencé par la NFC Est pour se roder. Oui, ils ont déjà tapé les 4. Voilà, comme ça, tu te rôdes bien. Pas de pré-saison, mais tu fais la NFC Est, pas mal. C'est vrai que là, on était sur un principe de pré-saison. Ils ont joué une mi-temps. Pépère. On les verra donc dans des plus gros matchs. Après, ça reste une bonne équipe. On l'a dit pendant les premières semaines. Il faudra compter sur eux en NFC.
Seahawks 27, Vikings 26, en parlant de compter sur eux dans la NFC. Le thriller de la semaine, victoire des Seahawks en toute fin de match sur un touchdown marqué en 4e tentative en plus par DK Metcalf sur une passe de Russell Wilson qui ajoute quelques petits moments mémorables pour la candidature. Tu vois, la candidature au MVP, faut mettre quelques petits trucs sur le CV. Raphaël, t'as maté en live, c'était plutôt sympa. Ah oui, non, c'était un match bien sympa en live à regarder parce que après une première mi-temps maîtrisée de main de maître par les Vikings, mais au final qui laisse Seattle dans le match puisqu'il n'y a que 13-0 à la mi-temps, malgré une très très grosse domination des Vikings. Derrière, t'as des momentum de fou, ça change de chaque côté, et puis t'as ce dernier drive de quasiment 90 yards de Russell Wilson. Non, c'était assez plaisant à voir, hein, clairement, sans conteste. Ça doit être compliqué pour les fans des Vikings et de Seattle, parce que c'est des équipes un peu habituées à ce genre de retournement dans des matchs, mais non, après, sincèrement, on n'a pas appris grand-chose sur les deux équipes. Hein. C'est un peu ce qu'elles nous montrent depuis le début de saison, je trouve. Donc, Alors on a du dilemme. Pour la stat, c'était le 30e drive de la victoire depuis 2012 pour Russell Wilson, plus que n'importe qui en NFL. Greg, par contre, je t'ai vu faire la moue, alors avant de donner mon dilemme... Non, mais parce que du coup, on a quand même la confirmation que du côté de Minnesota, il y a des choses qui vont quand même beaucoup mieux. Que Seattle soit capable, sur des fins de match un petit peu serrées, dans des rencontres où ils paraissent totalement au fond du trou, d'aller chercher la victoire grâce à leur quarterback vedette, ça c'est sûr qu'on le découvre clairement pas. Après oui, du côté de Minnesota, on voit le jeu au sol continue de performer, avec pourtant un Dalvin Cook qui sort sur blessure. Alexander Mattison a posé beaucoup de problèmes à ce run-stop de Seattle. On a également un Kirk Cousins qui reste quand même beaucoup plus propre, qui a fait une interception un petit peu grossière comme Wilson également de l'autre côté, mais en tout cas bonne connexion avec Adam Thielen, de nouveau 2 touchdowns à l'arrivée. Donc franchement, du côté de Minnesota, avec une défense que je pensais vraiment être capable de se faire découper par Wilson, ce qui n'a pas été le cas. Voilà, Minnesota, c'est un peu comme les Chargers dont on va reparler, mais ouais, c'est un bilan de 1-4, mais c'est presque boursouflé vu ce qu'on voit depuis le début de la saison. Je sais pas si pour le bilan, parce que c'était quand même très très compliqué en début de saison, mais en tout cas je trouve que c'est une défaite encourageante. Il y a clairement du progrès, comme tu le disais. Juste pour le dilemme, donc les Vikings qui menaient 13-0 à la pause, tu l'as dit Raphaël, qui prennent 21 points de suite derrière, qui réagissent, qui repassent devant, et qui ont un choix à faire à 2 minutes de la fin. C'est l'heure du dilemme. 4e et 1 yard sur les 6 yards des Seahawks, 5 points d'avance. Si tu frappes le field goal, tu prends 8 points d'avance. Si tu convertis la 4e et 1, tu as la fin du chrono et tu as gagné. Mike Zimmer tente de tuer le match au sol, Mattison n'y arrive pas, et ça rend le ballon à Wilson qui va chercher le drive de la victoire. Moi j'aurais pris le field goal. Pareil. Je le dis tout de suite parce que ça n'a pas l'air d'être le choix. Tout le monde applaudit, alors je vais pas reprocher à un mec d'être audacieux et de vouloir la victoire, mais on parle de se mettre un touchdown et une conversion à 2 points devant. Donc je comprends pas pourquoi il prend pas le field goal en fait. Et Raphaël, je te pose la question parce que je sais que toi t'étais plutôt fan de son choix. Ah, moi je pense que au moment du match, à ce moment-là, vu le déroulement, je pense que c'est le bon choix. Alors factuellement c'est le mauvais vu qu'ils perdent, mais je pense que sur le truc c'est le bon choix, parce que comme tu dis, derrière le chrono est baissé, tu ne rends pas le ballon à Russell Wilson qui est quand même dans une forme depuis ce début de saison assez énorme. Puis surtout on a un drive où depuis les 2 dernières séries dans ce match-là des Vikings, Alexander Mattison avançait au sol. Vraiment, il était sur une moyenne de quasiment 5 à 6 yards par portée. Donc dans les faits, le 4-1 joué au sol, et d'ailleurs c'est plus une erreur du running back qui va complètement s'empaler contre son lineman plutôt que d'essayer de contourner. Pour moi c'est le bon choix, parce que les chances de gagner sont pas, avec le field goal, les chances de gagner sont pas supérieures. Tu vas en prolongation potentiellement. Enfin, en fait, moi je l'aurais compris s'il y avait un touchdown à 7 points d'écart, je l'aurais plus compris. Là, t'as 2 actions qui sont nécessaires quand même, c'est d'aller chercher le touchdown et d'ensuite réussir une conversion à 2 points derrière. Parce que le touchdown, il est allé le chercher. Oui, mais sauf qu'il tente la conversion à 2 points derrière qui est ratée. Oui, mais il la tente. En vrai, elle est même pas particulièrement obligatoire, cette conversion à 2 points. Oui, mais il la tente quand même pour avoir 3 points d'écart, sauf qu'il la loupe. Donc ça veut dire que si tu mets le field goal, tu contrains Seattle de nouveau à tenter la conversion avec possiblement le même scénario derrière. Possiblement, mais si tu réussis le 4-1, il n'y a pas de ballon donné à Russell Wilson, donc il n'y a pas de touchdown derrière pour te remonter. Enfin, dans les faits, vous avez raison, hein, c'est factuellement la mauvaise décision. Maintenant, en termes de
probabilité d'ailleurs. Enfin après, je sais que vous n'êtes pas les plus grands fans de stats, hein, mais ESPN disait que c'était pareil en fait, c'est ouais, 97,8 et 98. En termes je de crois. probabilité, c'est la même chose. De win probability, c'était la même chose. Donc bon. C'est encore une fois, les deux se défendent. Saints 30, Chargers 27. C'était dans la nuit de lundi à mardi. C'était cruel pour Justin Herbert. Field goal de la gagne sur le poteau. Échec à 1 yard sur le 4e tentative en fin de match. Alors qu'il a lancé 4 touchdowns. Dois-je préciser qu'en plus le kicker avait raté un extra point, donc ils auraient pu gagner même sans avoir besoin de ce field goal raté. Donc autant dire que mon flop de la semaine c'est évidemment le kicker. Alors fun fact, ils l'ont annoncé pendant le direct, hein. Le mec s'appelle Michael Badgley. J'ai du mal à le prononcer. Et il a fait enregistrer, tu sais, comme nom commercial, Money Badgley ou Money Badger ou un truc comme ça, pour faire un jeu de mots sur Honey Badger. Donc le mec, ils annoncent ça, ils disent ouais, il a fait trademarker Money Badger et tout machin, et le type il rate derrière. Donc voilà, une nouvelle preuve que les kickers ont beaucoup trop d'importance. Quand on est kicker chez les Chargers, jamais faire ça. Ouais, ça c'était vraiment un très mauvais plan. Bon, ils prennent une leçon de réalisme parce que du coup, les Saints c'est poussif par rapport à leurs standards. Il y a 6 punts, ils nous ont... Ou alors est-ce que je pinaille ? Ils nous ont habitués à du caviar, du coup je pinaille ? Bah, je sais pas, il marque quand même 30 points à l'arrivée, hein, c'est toujours pareil. Il joue toujours sans Michael Thomas, de par ses problématiques internes. Mais Oui, c'est auto-infligé. On rappelle qu'il a été suspendu pour mauvaise conduite. Il s'est frité avec un coéquipier. C'est ça. Ce qui est toujours un peu difficile à analyser du côté des Saints, c'est que l'année dernière, ils jouent 4 ou 5 matchs, je sais plus, sans Drew Brees et ils en perdent quasiment aucun. Un seul, je crois, chez les Rams. Je crois qu'ils ont 5 matchs, 4 victoires et une défaite. Ouais, et là, ils jouent 4 matchs sans Michael Thomas. Ça fait 2 victoires, 2 défaites, sachant qu'ils n'ont pas eu un calendrier simple. Donc... voilà, bon, encore une fois, c'est des victoires à engendrer. Ils pourraient très bien, vu le scénario de ces dernières semaines, se retrouver avec un bilan négatif au moment de retrouver leur receveur superstar. Donc on va dire qu'on va s'en contenter du côté de New Orleans. Il y a des bons, il y a des mauvais points, que ce soit en attaque ou en défense. Mais bon, ce sera à peaufiner tout au long de la saison. Mais en tout cas, des victoires comme ça va leur faire du bien au moral dans l'optique de la suite. Drew Brees a été là quand il fallait, Raphaël. Il va chercher... des points quand il le faut sur un 2-minute drill notamment. Oui, non, effectivement, il y a ce 2-minute drill bien mené de sa part et oui, t'as des bonnes choses. Après, c'est un peu disons que certaines des craintes qu'on avait en intersaison ou un petit peu l'an dernier se confirment. Je pense notamment au backfield défensif qui s'est fait découper par Justin Herbert. On avait des craintes un peu sur le duo Latimore-Jenkins qui est un peu qui est même totalement sur courant alternatif, et ça s'est encore vu une fois, donc dans un mauvais soir. Disons que depuis alors je suis d'accord sur le côté ils gagnent et c'est important, mais depuis quelques semaines ils sont quand même à presque un lancer de pile ou face de pas le remporter, quoi. Donc il y a un moment où ça ne tombera peut-être pas de leur côté. Je trouve quand même que pareil en attaque on a un Sean Payton qui est pas hyper inspiré, hein. Autant l'an dernier l'utilisation de Tyson Hill c'était un peu intéressante, là ça sert plus à grand chose à part enlever des possessions à Alvin Kamara, ce qui à mon avis n'a pas grand intérêt. Il marque quand même le TD de la victoire. Ouais, d'accord. Il passe pas complètement pour un bidon non plus, hein. Non, mais globalement dans le jeu ça marche une fois sur 10, oui, sa façon dont il est utilisé. J'ai vu quelqu'un sur Twitter suggérer de filer directement le ballon à Kamara d'ailleurs plutôt qu'à Tyson Hill puisqu'il lancera pas non plus. Oui, bon bref. Enfin, il peut lancer justement, c'est ce qui fait que. Mais bon, ouais, vas-y, excuse-moi, Raph. Non, mais oui, il peut. Ouais, enfin bon, voilà. Bref, tout ça pour dire que globalement, je trouve un Sean Payton pas très inspiré. Et que, du coup, c'est un peu une équipe des Saints. Bon, mi-figue mi-raisin. Il ressemble beaucoup aux Seahawks, hein, je trouve. Hein. Oh non. Il n'y a pas que des victoires convaincantes des Seahawks depuis le début de la saison. Défensivement, contre la passe, ils se font beaucoup ouvrir aussi. Enfin, il n'y a pas le même jeu aérien quand même. Ouais. Il n'y a pas le même jeu aérien. Oui, Breeze, il est plus aussi flamboyant que ce que peut l'être Wilson aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. C'est un euphémisme. Maintenant, en attendant, ils mettent beaucoup de pions par match aussi. Et voilà, même si c'est pas invaincu comme Seattle, même si c'est peut-être un peu moins tranchant dans les moments clés, pour l'instant, c'est une équipe qui gagne la majeure partie de ses matchs un peu ric-rac, mais qu'il faudra surveiller jusqu'au bout.
Là, tu vois, on remue Ouais. tous les deux le menton en levant les lèvres. Bah, on n'est vous pas avez hyper le droit. convaincus. On n'est pas convaincu là. Je vois qu'on est synchronisés Alors, dans les Alors, caméras. je veux bien essayer. Qu'on précise. Je veux bien qu'on essayer de précise défendre les juste- Panthers coûte que coûte, mais alors si vous m'obligez à défendre les Saints, là par contre, on va pas être copains. Non, mais qu'on précise, je pense Alain sera d'accord, on dit pas que les Saints pourraient pas d'ici la fin de saison être au niveau de Seattle, mais actuellement sur les 5 premières semaines, pour moi il y a un gap entre Seattle Oui. et les Saints. Hein. Je sais pas. Je suis moins décisif. Enfin, je suis moins décidé que vous sur cette déclaration. Même s'il y a plus de potentiel défensif à New Orleans. Hein, mais, Ah bah voilà. en tout cas, il y a eu du pass rush sur ce match-là. C'est ça en plus qui peut laisser un peu plus d'inquiétude sur le backfield, c'est que de la pression, il y en a eu. Allez, parlons de la vedette Justin Herbert quand même. Il lui manque plus qu'une victoire. Pour le reste, c'est bon, on est conquis. Oui, bah écoute, en tout cas, oui, là, pour le coup, franchement, pour un joueur dont on pouvait émettre des doutes sur ses capacités mentales sur tout un match, là, franchement, il y a vraiment que le match contre les Panthers où je l'ai trouvé un peu en dedans. Mais alors, quand tu vois en plus les équipes contre lesquelles il met le bleu de chauffe, il y a quand même Tampa, New Orleans et Kansas City. Bon, c'est bien, c'est un bel échantillon, quoi. Ouais, clairement. Et Raphaël, toi, je sais que tu avais été conquis au premier regard quasiment sur son premier match. Là, il a 264 yards, 4 touchdowns, 0 interception. Ouais, non, moi je reste totalement conquis, il y a encore quelques erreurs, mais et notamment ce qui m'a impressionné, c'est que je trouve qu'il est assez précis sur ses lancers quand il sort de la poche et qu'il est vraiment sous pression. Enfin, en étant sous pression, il arrive à être très très précis, et ça je trouve que c'est vraiment de très bon augure, parce que il y a des quarterbacks rookies qui ne sont pas précis sous la pression et qui n'y arrivent jamais dans la ligue année après année, donc que lui ait déjà ça, on va dire, en lui, ça me semble plutôt positif. Puis alors, moi je le connaissais pas du tout, mais il a un sacré bras. Hein. Ouais. Purée, ça balance. Hein. Est-ce que c'est sur le Slack de la rédaction que j'ai vu passer aujourd'hui quelqu'un qui disait qu'il en avait déjà montré plus que Daniel Jones et Sam Darnold? Ah, c'est moi. Enfin, Ouais. non, mais alors, montrer, c'est toujours pareil. Hein, tout dépend de parce qu'on entend par montrer, mais en tout cas, moi, sur l'impression visuelle et ce qu'il dégage, j'ai déjà l'impression d'avoir vu plus de choses de sa part que de Jones et Darnold. Mais bon, après, c'est. Clairement, j'ai pas souvenir d'un match de Jones au niveau d'un des matchs d'Herbert. C'est normal. Un des 3 meilleurs matchs, en tout cas, c'est normal, dit Greg. Allez, on enchaîne. 49ers 17, Dolphins 43. Le Ryan Fitzpatrick show, 350 yards à la passe, 3 touchdowns. Il y a un vrai beau groupe de receveurs qui se dessine à Miami quand même. Preston Williams a plus de 100 yards, Mike Gesicki le tight end, l'excellent Devontae Parker. Bon, la construction de Miami va bien. Les espoirs de playoff de San Francisco, beaucoup moins. La défense souffrait énormément quand même sans Nick Bosa, Solomon Thomas, une grande partie des defensive backs. Là, ils ont commencé à payer le tribut de leur défense, même sans parler de Jimmy Garoppolo qui était visiblement sur une jambe et qui fait un non-match. Mais la défense la prend cher. Raphaël. Ouais, non, elle prend cher, et c'est pareil, c'est un peu une des craintes qu'on pouvait avoir en début de saison, c'est quand le pass rush de San Francisco n'est pas là, ou pas au niveau en tout cas, on a un backfield défensif qui est forcément plus exposé, et c'est vrai que les Ward, les Tart, qui sont pas des mauvais joueurs, mais qui peut-être l'an dernier quand même bénéficiaient grandement de la pression mise par Bosa, par Buckner, par Solomon Thomas. Bah là, se retrouve dans une situation où c'est pas le cas, et donc ça les met beaucoup plus en difficulté, et c'est effectivement, quand on voit comment ils sont fait découper par Fitzpatrick, c'est une des clés. Donc ça commence à être compliqué pour les 49ers, parce que ça s'accumule, ils prennent un peu de retard dans une division qui s'annonce un peu compliquée quand même malgré tout. Donc va vite falloir essayer de retrouver les clés en attaque, parce qu'à mon avis, j'ai l'impression qu'en tout cas cette saison, leur salut passera plus par l'attaque que la défense. Donc Oui, le problème c'est que c'était pas fou non plus. Ce dimanche, 7 sur 17, 77 yards, 2 interceptions pour un Jimmy Garoppolo qui était complètement hors du coup. En première mi-temps, il a été sorti à la pause, mais il n'y a pas de polémique puisqu'il était visiblement encore limité par sa cheville. Grégory, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette équipe de San Francisco où on passe directement à Miami? Non, bah tu soulignes à raison la défense, parce que la prestation de Fitzpatrick est telle qu'au bout d'un moment, on peut se faire un minimum ouvrir par le quarterback des Dolphins, mais pas dans de telles proportions. Et c'est vrai que la ligne défensive, je pense notamment au choix on voit qu'un Javon Kinlaw a énormément de mal à vraiment s'acclimater au niveau NFL. Un Harry Armstead, en effet, de par ce que disait Raph tout à l'heure, les absences notamment notables, bah, c'est plus forcément le pass rusher aussi impressionnant qu'on voyait l'année passée. Mais moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est en attaque. Comment on peut avoir autant de difficultés de communication sur la ligne offensive? Je veux bien que le niveau du quarterback soit pas bon, que ce soit Garoppolo, Mullens, Beffard, tout ça machin, mais
à un moment donné, on peut être pris à défaut par un rusher, mais se retrouver avec autant de gaps libres qui permettent au quarterback de se faire shooter, c'est anormal quand on voit certains noms qu'il y a, notamment sur les extérieurs, des Williams ou des McGlinchey. Les tight ends dans le système Shanahan, c'est quand même censé pouvoir bloquer un minimum, et on en voit beaucoup en difficulté sur des phases de blitz, et à mon sens c'est anormal. Et là sur le scénario, oui, le jeu au sol doit avoir la main mise, mais quand tu te retrouves mené 14-0 très rapidement, bah forcément t'es amené à mettre un peu plus de pression sur ton quarterback qui était pas prêt. Donc grosse déception pour San Francisco, et ouais, ça va être une saison assez longue, je pense. Je rappelle que leur calendrier est dantesque pour suivre. Rams, Patriots, Seahawks, Packers, Saints, Rams, Bills. Ça, c'est la suite de leur calendrier dans l'ordre actuel, évidemment. Tout est appelé à être mélangé. Mais en tout cas, dans l'ordre actuel, ça donne quelque chose d'assez terrible. Les Dolphins, donc, ça continue à reconstruire bien. Je sais, Raphaël, que tu es plutôt convaincu par le boulot de Brian Flores en général. Là, ça continue à se traduire un peu comme l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a des très bons matchs. Il va y en avoir des un peu moins bons parce que voilà, il n'y a pas toujours l'effectif complet. Mais même alors, on a parlé de l'attaque avec un très bon groupe de receveurs, et en défense il y a aussi du coup du boulot qui a été fait. Il y a Van Jikel qui a un sac et demi, Van Noy a un demi, Jerome Baker qui en a un, Van Noy pardon, c'est un demi plaquage pour perte, mais bref, il y a du boulot. Xavier Howard est là aussi, enfin il y a du bon boulot quand même des deux côtés à Miami. Oui, je trouve effectivement que Brian Flores et son coaching staff sont en train de faire progresser leurs escouades un peu sur tous les aspects du terrain, enfin des deux côtés comme tu l'as dit. Pareil, moi je trouve t'as Gaskins au sol qui commence aussi à prendre un peu d'ampleur. La défense, tu l'as mentionné, où on a plus de pass rush que l'an dernier, qui était un des gros soucis des Dolphins l'an dernier. On a un peu plus de pass rush cette saison, et c'est pas que sur ce match, parce que forcément ce match, comme le disait Greg, face à la O-line en difficulté des 49ers, ça aurait pu paraître comme une exception, mais c'est pas tellement le cas. Donc non, je trouve que voilà, par rapport à pas mal d'équipes qu'on voit dans cette ligue où on sent pas de patte du coaching staff sur l'effectif, là moi je trouve que Miami, depuis l'arrivée de Brian Flores, ça montre quand même que malgré un effectif qui est pas forcément transcendant des deux côtés du terrain, ça construit bien, c'est bien coaché, le rendu collectif est à mon sens supérieur à la somme des individualités, donc moi je suis plutôt convaincu par ce qui est fait, et un effectif qui est un peu plus profond que l'an dernier, donc c'est sur la bonne voie à mon sens. 14 sacs pour eux, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e dans la ligue, donc en effet, il y a du progrès de ce côté-là aussi. Grégory, est-ce que tu veux dire un mot sur Miami, ou alors j'enchaîne avec le Jets Cardinals? Non, franchement, Raph, il a globalement tout dit. Voir comment ils vont surmonter quand même la fin de saison prématurée de Davon Gaucho sur le poste de nose tackle, ça peut être un peu embêtant défensivement. En effet. Et alors, au moment que je vous parle, je vous jure que ça tombe pile au moment où j'allais dire Jets 10, Cardinals 30. Je vois quelqu'un qui nous envoie une rumeur que les Jets sont en train d'essayer d'échanger le Von Bell. Victoire facile des Cardinals. Record en carrière pour Kyler Murray avec 380 yards à la passe. Pourtant, je trouve cette équipe... Alors, on va rigoler des Jets après, Raphaël. Je sens que t'es déjà chaud. Juste pour dire un mot quand même, les Cardinals passent quasiment 500 yards, mais je les trouve pas forcément ultra fun à voir jouer. Est-ce qu'on est toujours dans les réglages ou Ouais, on est un peu dans les réglages. On en a parlé déjà un peu la semaine dernière, mais je trouve qu'on a un Cliff Kingsbury qui a pas... Alors, ça se voit pas forcément dans les stats parce que DeAndre Hopkins enchaîne les réceptions par match, mais je trouve qu'il a pas encore pris toute la mesure du talent d'Hopkins parce qu'il est pas, à mon sens, il est pas assez utilisé en profondeur, il est pas assez utilisé de manière explosive, on va dire. Donc c'est pour ça, même si là déjà sur ce match c'était un peu mieux que la semaine dernière, donc je pense qu'effectivement on a encore un problème de playbook du côté des Cardinals en attaque, et c'est ce qui fait que pour le moment ça ronronne encore de ce côté-là. Grégory, est-ce que ça te plaît de regarder les Cardinals jouer ? Franchement, c'est mitigé dans le sens où après c'est forcément à contextualiser parce qu'ils jouent les Jets qui sont clairement en roue libre. Autant les Falcons sont en roue libre, autant les Jets c'est encore un autre concept. Mais je vais dire, j'ai vu du mieux forcément de Kyler Murray, qui m'avait pas mal inquiété, notamment les 2 dernières semaines contre Détroit et contre Carolina. Là il y a un petit peu de mieux en effet. Oui, bon, il y a un drive où il utilise très bien la verticalité de DeAndre Hopkins, chandelle, poum, ça tombe. Mais non, voilà, en tout cas ça me rassure un tant soit peu sur le niveau du quarterback, qui continue, je trouve, à avoir tendance à courir un petit peu dès que
dès qu'il y a un petit peu de pression, je trouve qu'il a tendance un petit peu à paniquer. Après voilà, c'est un match très solide de ce qu'il fait et bon, j'espère en tout cas pour lui que ça va lui permettre de se rassurer un petit peu dans le domaine aérien parce qu'il a trouvé des bonnes connexions avec Christian Kirk, avec un Chase Edmonds qui peut éventuellement mettre un petit peu de pression sur Kenyan Drake dans le backfield offensif vu qu'on voit que Drake est assez décevant depuis le début de la saison. Donc oui, à ce niveau-là, non, ça rassure. Après, j'ai envie de dire, en ce moment, contre les Jets, c'est le minimum syndical de s'imposer dans ce genre de rencontre. Le fait le plus important de ce match, c'est presque la blessure de Chandler Jones, d'ailleurs, qui sera probablement absent pour le reste de la saison. Et ça risque de faire très mal, évidemment, à leur défense. Les Jets ont perdu tous leurs matchs d'au moins 9 points. Leur défense a autorisé au moins 27 points par match. Pour l'instant, ils ont marqué 75 points alors qu'ils en ont encaissé 161. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à part que Jamison Crowder était bien vaillant et c'était le seul à peu près à s'arracher en attaque. Et donc là, on apprend que éventuellement ils aimeraient bien se débarrasser de Le'Veon Bell. C'est SNY, je crois, qui transmet l'info. Non, le New York Daily News, pardon. Sacrée surprise, disons que ça. Très grosse surprise. Bon, ils sont à 0 victoire, 5 défaites. C'est une première pour eux depuis 1996. Si vous voulez l'info, bon, il n'y a plus grand chose à dire sur cette équipe de New York en dehors du fait qu'on attend maintenant la fin de l'ère Adam Gase. C'était Joe Flacco d'ailleurs. Tout à fait. De toute façon, on le sait un petit peu depuis le début de la saison. Joe Douglas, le general manager, a pris des décisions pour que quasiment les 3/4 de l'effectif soient free agent à la fin de l'année. Le fait que Le'Veon Bell soit sur un siège éjectable, c'est tout sauf une surprise également. Donc voilà, ça contribue à cette reconstruction qui s'amorce du côté des Jets, où on va se servir d'Adam Gase comme un fusible manifestement le plus tard possible cette année. Et puis voilà, et puis on reconstruira après sur les cendres. Juste une question, je tente un truc, parce que je veux pas qu'on dise qu'on débriefe pas cette équipe et qu'on fait que de se moquer à chaque fois. Est-ce qu'il y a un truc dans le jeu qui pourrait avoir l'air encourageant que vous avez vu? Sur ce week-end-là, en tout cas, c'est chaud. Non. Sincèrement, je suis désolé, mais je vais rejoindre Greg, mais depuis même, je dirais, 2-3 semaines, il n'y a rien dans le jeu des Jets qui est rassurant. En tout début de saison, sur les 2 premiers matchs, tu avais Mekhi Becton, leur left tackle, qui montrait de belles choses. Et là, tu te dis, ah bah voilà, j'ai mon left tackle, j'ai sans doute mon quarterback, pour reconstruire, c'est pas mal. Mais depuis 2-3 semaines, moi je suis désolé, il n'y a rien qui va, que ce soit en attaque-défense. Il y a un motif intéressant, c'est le bon retour de blessure d'Avery Williamson qui fait 2 passes défendues, une interception il me semble sur ce match-là. Mais il est tellement tout seul, il y a un CJ Mosley qui joue pas à cause du Covid, un Blake Cashman qui est blessé. De toute façon, tu peux pas t'attendre à des miracles non plus. Et même s'il y a quelques individualités qui sortent du lot, le collectif est tellement presque endormi qu'au final ça sert à rien en fait sur toute la durée d'un match. Je continue, mais on est dans un sport qui se joue à 53. À partir du moment où c'est pas coaché, où t'as 53 mecs pas bien coachés, tu peux rien avoir de positif. Enfin, tu peux pas avoir du positif. C'est pas un sport où tu peux te dire, allez, on est 5 sur le terrain, même si le coach est moyen, à 5 on peut combler les lacunes du coaching. Non, là t'es 53 mecs, donc. Un petit motif d'espoir, c'est qu'apparemment Adam Gase n'a pas exclu le fait d'arrêter d'appeler les jeux offensifs. C'est peut-être un début de bonne nouvelle pour les Jets, mais il faut voir ce que va donner son coordinateur offensif si tant est que ce soit le cas. Après, il a dit qu'il y pense. Pas oui, qu'il c'est le ça. fait. C'est pour ça que j'utilisais la nuance aussi. Peut-être. Allez, Browns 32, Colts 23. Est-ce que les Colts ont fait une erreur en misant sur Philip Rivers? J'aurais presque dû mettre ça vous laisser ça en débat pour jeudi. Ouais, c'est ça. Après en vrai, alors attends, Greg, on fait la décision et on fait la conférence de rédaction maintenant vu qu'on est déjà bien entamé dans le chrono, là on est quasiment à 1 heure. Est-ce que je vous laisse ce débat là pour jeudi, comme ça on fait un teasing? C'est toi qui vois. C'est Raoul en plus. Allez, en plus allez, si ça te fait plaisir, vas-y. Bon, en tout cas, il a fait 5 interceptions depuis le début de saison. Je vous le livre comme ça. On va dire quand même que leur défense a pris cher sans Darius Leonard. Il y avait une attaque de Cleveland qui était bien équilibrée et équilibrée aussi avec une bonne première mi-temps de Baker Mayfield et une mauvaise deuxième mi-temps de Baker Mayfield. Il a fait 2 touchdowns puis 2 interceptions. Ça continue quand même de mettre en place des choses du côté de Cleveland. Kevin Stefanski est en train de montrer qu'il peut être le coach qu'il leur fallait un peu. Ouais, non, tout à fait. Il y a vraiment cette identité au sol que je trouve vraiment intéressante. Je pouvais être assez sceptique sur Conklin à son arrivée, mais vous l'aviez déjà souligné depuis plusieurs semaines. C'est vrai que son apport sur le jeu au sol est quand même indéniable. L'impact de la ligne en règle générale, ça faisait longtemps que du côté de Cleveland qu'on n'avait pas vu une ligne offensive aussi intéressante et aussi agressive dès le snap. Donc ça vraiment c'est important. Et puis ouais, c'est vrai que dans le sillage un petit peu de ce qui avait été montré à Dallas, il y a un jeu aérien qui est beaucoup plus en confiance, avec un Baker Mayfield qui continue quand même de retomber un peu dans ses travers quand ça devient presque trop facile. Mais non, franchement, si cette attaque de Cleveland est à ce niveau-là chaque semaine,
ça va être quand même difficile de leur prendre des victoires régulièrement. Et il fait une bonne première mi-temps, Mayfield, quand même. Ah oui, c'est pour ça, oui. Oui. Non, il se liquéfie un peu, je trouve, au moment où Cleveland a un touchdown, 2 touchdowns d'avance. Ça remet un petit peu Indianapolis dans le coup de manière un peu inutile. Mais oui, non, la prestation d'ensemble, bien sûr, est plus que satisfaisante de la part du quarterback des Browns. Raphaël, satisfait aussi? Ouais, satisfait. Greg l'a dit, la ligne offensive. Moi, c'est aussi la défense qui est très opportuniste, que je trouve qui fait un peu la différence aussi, malgré tout, cette saison. Ce côté défensif farnieux qu'ils avaient peut-être pas et qui se reflétait peut-être en attaque, avec une défense qui prenait trop cher, une attaque qui patinait du coup. Là, le fait que la défense donne l'opportunité à l'attaque de gagner les matchs, à mon avis, c'est aussi un bon plus. Après, voilà, donc je vais laisser les amis pour jeudi parler de Rivers, mais les Colts, je trouve un peu dur sur la défense parce que mine de rien, ils ont bien contenu le jeu au sol des Browns. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est une des rares équipes à avoir résisté à ce niveau-là cette saison. Donc, ils prennent que 20 points en défense. Il y en a 9 qui sont pour la pomme du quarterback. Donc, bon. Donc ça donne des billes pour jeudi. C'est vrai. 6 fumbles, 6 interceptions pour la défense des Browns. Ils ont piqué 12 ballons, c'est le meilleur total en NFL. Et juste au passage, il y aura sûrement bien d'autres candidats, mais Myles Garrett, pour le titre de défenseur de l'année, à mon avis, il sera pas loin. Alors, premier départ à 4 victoires en 5 matchs depuis quand pour les Browns? Depuis l'ère Belichick. Voilà, 1994, Bill Belichick était leur coach. Qui était le coordinateur défensif, Grégory? Des Browns? Saban, non? Des Browns en 1994 avec Bill Belichick? C'est Saban. C'était Nick Saban. Okay. Ouais. Qui était le coach de la ligne offensive? Parce que tu dois le connaître aussi, le nom me dit quelque chose. Kirk Ferentz. Ah bah oui, c'est le head coach d'Iowa, oui, tout à fait. Voilà. Et alors, sachez que... Attendez, il y avait Ozzie Newsome, le GM des... il y avait le GM des Ravens, l'ancien GM des Ravens qui était quelque part dans l'effectif. Je l'ai pas sous les yeux, mais il était quelque part aussi dans cet effectif. Ah bah oui. Oui. Tu as bien raison, il était tight end. Ah bah non, je l'ai pas sur cet effectif-là. Il a peut-être joué avec Belichick. Bon, en tout cas, voilà. Donc, il y avait quand même un sacré staff. Hein. T'as 2 head coach actuels à la fac, dont Nick Saban, quoi. Steelers 29, Eagles. L'inverse plutôt, Steelers 38, Eagles 29, ce sera mieux dans ce sens là. Chase Claypool, superstar, 3 touchdowns dans les airs, 1 touchdown au sol, incroyable usine à receveurs de Pittsburgh. On le voyait aussi fort avant la draft, lui, Greg, parce que je me rappelle que tu as cité beaucoup de receveurs, mais lui, ce nom-là me disait moins quelque chose. Il avait un potentiel intéressant à Notre-Dame, il avait vraiment un gabarit qui jouait pour lui, enfin c'est peut-être alliage en tout cas de physique et de vitesse. Maintenant c'est vrai que de là à prendre une telle proportion, très clairement chez les Fighting Irish, il n'était pas aussi impressionnant que ce qu'on a pu voir ce dimanche, hein, même s'il avait les stats en conséquence, hein, c'est pas un deuxième tour pour rien. De mémoire en tout cas, mais ouais là franchement il arrive à trouver une carburation. Et très clairement, en plus du côté des Eagles, on a mis à peu près toute la défense sur lui. Hein, ça a changé, les assignations étaient modifiées sur chaque jeu. Même Darius Slay a souffert le martyr contre lui. Donc non, franchement, c'est vraiment impressionnant. Et je m'inquiéterais si j'étais à la place de Juju Smith-Schuster vu qu'il est agent libre à la fin de la saison. Oui, ils peuvent choisir à peu près n'importe quel receveur, ils n'ont jamais à les payer. Hein, c'est ça. Mais en tout cas, c'est une super mentalité Chase Claypool depuis qu'il est à Pittsburgh. Et si en plus il performe, voilà, c'est vraiment un très très bon ajout. Raphaël, pour la défense des Steelers, est-ce qu'on voit plutôt le côté ils ont piqué 2 ballons ou le côté ils se sont fait massacrer par Travis Fulgham? Un peu des deux. Moi, je reste persuadé que piquer des ballons, ça reste ce qui est le plus important en NFL pour t'offrir la victoire. Donc, j'ai plutôt envie de retenir ça. Puis, ils ont quand même continué à mettre pas mal de pression. Ils ont une capacité à blitzer l'adversaire qui est assez indécente, on va dire, depuis ce début de saison. Donc, je retiens ça. Il y a des matchs comme ça où tu as des receveurs, des fois, qui sortent un peu de nulle part, qui te mettent en difficulté. C'est à surveiller, cette tendance-là, mais ça m'inquiète pas outre mesure sur leur défense à l'heure actuelle. Hein. Ils ont au moins 3 sacs et 1 interception sur leurs 4 premiers matchs. Et c'est la première fois, alors celle-là, elle est quand même assez hallucinante, depuis 1979 que Pittsburgh commence par 4 victoires et 0 défaites. Ah oui, tiens. C'est dingue, hein. Les Eagles restent donc assez irréguliers en attaque comme en défense, d'une mi-temps à l'autre, d'un quart-temps à l'autre, d'une série à l'autre.
C'est assez compliqué de lire quelque chose, je trouve, dans cette équipe de Philadelphie. On est à 2 touchdowns et 2 interceptions pour Carson Wentz sur ce match. Donc on l'a dit, Travis Fulgham, 10 réceptions, 152 yards, 1 touchdown. Visiblement, c'est Terrell Owens qui s'était réincarné. Ils ont retrouvé, mais ça reste toujours dur, non, de tirer quelque chose de cette équipe, je trouve. Je te trouve un peu sévère dans le sens où on a un Miles Sanders qui gagne quand même, depuis son retour de blessure, en tout cas, il monte un peu en puissance. On l'avait vu avec quelques problèmes de fumble, notamment à son arrivée. En tout cas, il a l'air de redevenir un relais assez efficace de la part de Carson Wentz. Il y a beaucoup de critiques sur Wentz depuis le début de la saison, qui sont pour la plupart légitimes, hein. Mais je continue de penser que c'est un joueur qui essaye un petit peu de se dépatouiller avec le peu qu'il a autour de lui. Il a quand même, alors il arrive à composer avec quelques receveurs qui sortent de nulle part. Fulgham en l'occurrence, Greg Ward également depuis l'année dernière. Mais c'est vrai que cette ligne offensive, très clairement, même si elle démérite pas ces dernières semaines face à Pittsburgh, ils ont pas pu faire grand chose. Alors qu'à l'inverse, par exemple, le pass rush de Philadelphie a bien été contenu par la O-line de Pittsburgh. Mais tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est lisible. C'est d'ailleurs que moi, quand je commençais à penser que la défense se remettait un peu, finalement, ils arrivent à saquer Roethlisberger qu'une fois. Et leur ligne offensive, elle en finit pas de perdre des mecs. Oui, Lane Johnson sort encore sur ce match, du coup, c'est compliqué. Il prend encore 5 sacs. Oui, bien sûr. Et comme tu dis, il fait ce qu'il peut. Mais c'est le propre de cette équipe de Philadelphie. Hein. Je veux dire, encore une fois, l'année dernière, ils font une mauvaise saison globale en gagnant à Green Bay. C'est une anomalie, c'est une équipe qui va essayer de bonifier chaque momentum, sauf que les momentum ils sont pas non plus si fréquents sur l'ensemble d'une saison. Donc voilà, voir comment ils ont réussi à bonifier leur victoire à San Francisco, même s'ils sont pas à des années-lumière des Niners sur ce match-là, très très clairement, c'était un match très serré. Mais voir comment ils ont réussi à bonifier leur momentum pour aller s'imposer chez les Niners et enfin lancer leur saison. De toute façon, c'est une équipe c'est une équipe contre laquelle il faut jamais penser avoir gagné d'avance, parce que sur chaque bonne période, et là on l'a vu contre Pittsburgh, alors que même sur des périodes où ils étaient un petit peu bousculés, ils ont quand même réussi à se remettre un petit peu dedans. Voilà, ce sera une équipe qui sera jamais vraiment morte, et c'est le cas depuis l'arrivée de Doug Peterson. Raphaël, ils sont vraiment des prétendants en NFC Est, mais oui, tout le monde est un prétendant en NFC Est. Ah oui, comptablement, ils peuvent être des prétendants en NFC Est. Hein. Puis, malgré tout, comparé à d'autres équipes qu'on a mentionnées un peu plus tôt, ils ont, eux, je trouve, un effectif avec un peu plus de talent sur plusieurs lignes, on va dire, même malgré les blessures, attention, malgré les blessures, mais il reste un peu de talent. Après, moi je commence à être un peu... je m'interroge sur le coaching. Jim Schwartz me semble pas très très bien manœuvrer sa défense à l'heure actuelle. On a une ligne défensive pareil qui est peut-être un peu vieillissante pour le coup. Toujours... Ouais, c'est compliqué. Moi je te rejoins, j'ai toujours un peu de mal à analyser les Eagles. Je sais jamais trop sur quel pied danser d'un match à l'autre avec eux, donc... Alors passons à une équipe plus directe dans l'analyse, ce sont les Ravens, 27, Bengals 3, 7 sacs de plus sur Joe Burrow, le rookie a lancé une interception et perdu un fumble, 0 suspense dans ce match, les Ravens ont neutralisé le jeu au sol des Bengals, derrière ils ont mis la pression. C'est un match de rookie pour Joe Burrow, il y a des sacs où il n'y a pas de ligne, et il y a des sacs où il garde un peu trop longtemps le ballon. Je vois pas grand chose de plus à tirer de ce match-là, il est dans un effectif faible, et il se fait forcément écraser par une impressionnante défense de Baltimore. Ouais, moi je te rejoins là. Il était en difficulté face à une grosse défense de Baltimore qui en plus adore blitzer depuis le début de la saison. C'est vraiment leur truc, le blitz, et là ça a été très très compliqué pour lui de gérer ça. Pas étonnant pour un rookie d'avoir un peu de mal à lire le blitz, tout ça. Bon, voilà, c'est l'apprentissage, hein, comme tu le sous-entends, c'est l'apprentissage qui se fait. Pas grand-chose, j'ai envie de dire, on n'a pas appris grand-chose sur ce match. Grégory, du côté des Ravens, c'est pas forcément impressionnant en attaque non plus. En tout cas, Lamar Jackson est à 19 sur 37, 180 yards, 2 touchdowns, une interception et seulement 2 courses pour 3 yards. Qu'est-ce qui se passe? On le préserve? Il me semble avoir vu qu'il avait eu des petits problèmes de santé pendant la semaine. C'est vrai qu'il a été malade. Ouais. Donc ça peut expliquer en effet son rendement un petit peu délicat sur ce match-là, hein, même si la fiche de stats est pas affligeante au premier abord. Après, voilà, depuis le début. Il y a des vilaines passes, hein.
Ouais, c'est ça. Mais après, depuis le début de la saison, et bon, c'est pas la première fois que j'en parle, je trouve pas cette attaque de Baltimore aussi tranchante. Alors, c'est compliqué parce que l'année dernière, c'était quelque chose. Je la trouve pas forcément aussi tranchante que l'année dernière. Alors après, c'est sûr qu'il y a eu des petites pertes importantes, notamment sur la ligne offensive. Mais oui, en tout cas, je pense que même dans une période, même sur un match où il y a vraiment eu très peu de frayeur et où limite ils l'ont gagné dès le coup d'envoi, bon, c'est bien aussi de se remettre en question un petit peu sur ce registre-là. On attendra d'avoir un Lamar peut-être un peu plus en forme pour juger définitivement de son niveau cette saison. Et j'ai pas précisé le coup de grâce pour Cincinnati, c'est la perte probable de DJ Reader pour la saison, qui était leur grosse signature free agent au milieu de la ligne défensive. Malheureusement, donc blessé pour le reste de l'année. Texans 30, Jaguars 14, Bill O'Brien n'est plus là, les Texans ont gagné. Alors ça tombait bien qu'ils tombent sur une équipe des Jaguars qui était quand même décimée et perméable en défense. Mais c'est toujours ça de prix. Deshaun Watson a lancé 2 interceptions, mais aussi 3 touchdowns. Il a touché 8 cibles, il y a quasiment 100 yards pour David Johnson. C'est pas monstrueux. C'est contre une équipe très faible. Ouais. Mais on va dire que ça fait du bien et que c'est toujours ça de prix. Ouais, c'est toujours ça de prix parce que c'est une victoire, mais je trouve même le score un peu flatteur parce que sincèrement, pendant toute une bonne partie du match, il y a match, on va dire. Hein. Les Jaguars ratent un field goal pour revenir à égalité. Ils en ratent même 2, non, dans la dernière minute de la première mi-temps. Ouais, t'as raison, il y en a même un deuxième raté un peu plus tard. T'as cette perte de balle en 4e tentative devant la end zone par James Robinson devant la end zone des Texans. Donc bon, le scénario du match n'est pas non plus ultra convaincant de la part d'Houston face à une défense, comme tu l'as dit, des Jaguars qui par exemple se présentaient là à nouveau sans Miles Jack, C.J. Anderson en défense. Enfin, il n'y avait vraiment plus personne en défense. Bon, voilà, c'est une victoire qui est à prendre, c'est bien, le vestiaire est peut-être pacifié, mais c'est pas hyper optimiste pour la suite quand même. Hein. Grégory, est-ce que tu as vu un motif d'espoir ? Genre Brandon Cooks à 161 yards à la réception, Whitney Mercilus qui réussit un gros jeu. Ouais, ben après c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être plus sur la défense éventuellement que je mettrais l'accent plutôt que sur l'attaque, parce que en effet voilà, les Jacksonville c'est un peu s'aborder tout seul parce que il y a quand même un play call que j'ai trouvé extrêmement douteux de la part de Jay Gruden. Des appels qui étaient quand même un petit peu farfelus avec des passes de Minshew qui atteignaient même pas la cible, ou en tout cas qui étaient bien trop prévisible pour surprendre cette défense. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi défensivement que Houston avait besoin de se rassurer, hein, surtout au niveau du jeu au sol face à un James Robinson qui depuis le début de la saison était quand même assez correct. Alors je crois que la mauvaise nouvelle c'est qu'ils perdent McKinney pour la saison, leur linebacker. Oui. Mais bon, voilà, si au moins ils arrivent à se remettre un petit peu d'écart dans ce domaine-là, surtout qu'on sait que J.J. Watt était un petit peu fâché avec Bill O'Brien. Donc s'ils arrivent à se remettre leur principal leader dans la poche au niveau de l'escouade défensive, c'est pas mal. Bon après, il y a le chantier de la O-line, mais de toute façon ce sera un chantier assez permanent, je pense, jusqu'à la fin de saison. Bears 20, Buccaneers 19, c'était le match du jeudi. La défense de Chicago est allée chercher ce match, 2 sacs pour Khalil Mack. Nick Foles a fait le minimum pour que ça suive en attaque. C'est à peu près le résumé du match. Moi j'étais un peu content d'enfin voir un match défensif avec des belles actions défensives et pas un festival de points. Je trouve que dans ce début de saison où les défenses étaient incapables de faire des matchs entiers, on va dire, parce qu'il y avait des belles actions, mais là on a un match entier de la part des deux défenses, donc ça reste plaisant, je trouve, pour une fois cette saison. Après, comme tu l'as dit, hein, la défense de Chicago qui a retrouvé à peu près son niveau d'il y a 2 ans. L'an dernier, ils avaient eu un peu de creux. Ils se rapprochent de la prestation d'il y a 2 ans. C'est positif. Et Foles, oui, qui sur 2-3 actions fait la différence. Bon. Grégory, le match défensif, c'est vrai que la défense de Tampa est très bonne aussi. Oui, avec un Carlton Davis notamment qui continue d'enchaîner les interceptions. Un run-stop qui, même s'il concède un touchdown, le premier touchdown au sol d'ailleurs des Bears cette saison, a encore bien muselé le jeu à la course. Voilà, ce qui leur coûte un petit peu cher, oui, en effet, c'est presque, j'ai envie de dire, l'attaque. Malgré tout, avec notamment ce fumble un petit peu fâcheux en fin de première mi-temps qui permet à Chicago en 1 minute à peine de marquer 2 TD. Bon, c'est du réglage. Ouais, c'est du réglage, mais bon, encore une fois, c'est des défaites qui... Tampa, c'est une équipe qu'on voit forcément en play-off parce qu'il y a bonne défense et parce que forcément il y a une attaque emmenée par Brady et une équipe assez prometteuse sur le papier, hein. Même la O-line par exemple qui est assez jeune fait pas tâche depuis le début de la saison. Maintenant voilà, à laisser filer quelques petits matchs comme ça,
Va pas falloir se mettre dans le doute tout seul. On a vu Brady un petit peu perdu de temps en temps. Oui, c'est vrai, il est perdu en fin de match. Je crois qu'il avait une tentative de plus. On l'a pas rappelé. Donc voilà. Après, franchement, globalement, c'est solide, mais voilà, là pour le coup, par exemple, ils sont derrière Chicago au classement. Oui, après, dans leur division, ils sont en tête à égalité. Donc. Après, attention quand même, la perte de Vita Vea Aussi, ouais. qui était très très importante sur le run stop, mais qui en plus cette saison avait ajouté à sa palette le pass rush, on l'a vu plusieurs fois créer de la confusion, on va dire, vis-à-vis du quarterback adverse. Attention, la perte de Vita Vea, ça peut un peu faire descendre le niveau de cette défense. Bon, ça a surveillé. Et puis il y a des problèmes de pénalité dans cette équipe. Ils en prennent 11 encore, je crois, sur ce match-là. Ouais. Bon, bah. On va surveiller tout ça. On passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, Raphaël, je te laisse commencer. Et ben écoute, en top, je vais aller vers KJ Wright, le middle linebacker des Seahawks, qui a pour malchance, on va dire, dans sa carrière, d'avoir été à côté de Bobby Wagner, donc d'être souvent resté dans l'ombre de son coéquipier, mais qui est un joueur très solide. Et là, surtout, le top, parce que son interception sur Cousins, alors oui, la passe de Cousins est pas flamboyante, on va dire, mais lui, l'effort athlétique, il est en reculant, en pleine course, en reculant, sauter à cette truc-là, intercepter à une main. Voilà, cette réaction, et c'est un peu un des moments clés du match, donc KJ Wright pour moi. Grégory. Du coup, alors je sais pas lequel t'allais sortir, mais j'hésite entre deux sollicitations. Il paraît que c'était trop simple selon Raphaël, donc je vais quand même le dire, mais le retour d'Alex Smith, forcément. Voilà, vu l'effort consenti forcément pour revenir à un tel niveau, pour enfin redisputer un match NFL et avoir les cojones, encore une fois, de se confronter en plus au meilleur défenseur de la ligue au passage. Donc voilà, franchement, chapeau à lui, et j'espère qu'il retrouvera très rapidement son échelle. Oui, sachant que le mec est multimillionnaire, j'avoue que ça aurait été facile de dire je vais me remettre tranquillement et éviter de me faire péter en deux par Aaron Donald. Ça sent vraiment le mec qui a pas réussi à trouver de hobby pendant sa convalescence, clairement. Le top, alors c'est marrant parce que Raphaël t'as parlé un peu de renouvellement des coachs. Moi c'était le renouvellement des receveurs. Alors c'est pas passé inaperçu, mais quand même je prends pas que les rookies. Si tu prends quand même les jeunes, t'as DK Metcalf qui est incroyable, Calvin Ridley qui confirme, les rookies Henry Ruggs, CeeDee Lamb, Justin Jefferson, plus du coup celui des Steelers, et je sais plus pourquoi, Chase Claypool. Voilà, Chase Claypool. Donc je trouve ça bien parce que j'avais l'impression depuis quelques années qu'il n'y avait pas de gros receveurs. Depuis DeAndre Hopkins, je trouve qu'on avait du mal à trouver des superstars en puissance. Là, on a quand même une belle fournée sur 2-3 ans là, qui est vraiment incroyable. Edgy Green, d'ailleurs, on n'en a pas parlé dans le débrief des Bengals, mais qui a l'air d'avoir un tout petit peu abandonné. On l'a vu là sur une réception, pas franchement faire l'effort, alors ni pour l'attraper, ni pour couvrir l'interception. Je sais pas derrière, si son franchise tag, ça l'a comblé l'année dernière, mais bon. Ouais, le franchise tag, la blessure, le manque de cible, tout ce que tu veux, mais waouh, c'était très très dur comme action, tiens. Donc en tout cas, très content de tous ces jeunes là qui arrivent. Metcalf est incroyable, c'est un tank, voilà. Et puis derrière, les Ruggs qui vont à 1000 à l'heure, les Claypool, enfin voilà, ça régale, c'est cool d'avoir des nouveaux receveurs de ce niveau-là. Raphaël, ton flop. Eh ben, tu me prends de court parce que je l'ai perdu. Si tu veux, on va laisser Greg commencer. Si tu veux. Alors l'émission a déjà bien avancé, donc je vais pas partir dans un débat stérile parce que j'aime pas parler de l'arbitrage. Il y en a eu quand même beaucoup ce week-end, je trouve, notamment les arbitres de Steelers-Eagles qui ont été assez affligeants globalement. Mais alors, j'ai rien contre le fait qu'on ait 600 000 règles qui régissent ce sport, mais à un moment donné, j'aimerais qu'on me les explique un petit peu clairement. En quoi la passe de Kirk Cousins est un fumble? Et surtout, j'aimerais bien savoir parce que, alors, si je reprends l'action en question, on voit que au moment où le bras est sur le point d'être enclenché, il est touché par le défenseur de Seattle. Donc, il y a clairement débat sur le fait que est-ce que la passe est vraiment vers l'avant ou est-ce que vraiment le bras est perturbé. Mais j'aimerais qu'on m'explique la définition d'un fumble, parce que quand un ballon franchit 15 yards avant de tomber par terre, alors, en quoi tu peux considérer ça comme un fumble? C'est juste ça, j'aimerais qu'on m'explique, parce que je trouve ça vraiment encore très abstrait. Si tu commences à vouloir des règles précises aussi, on nous a enquiquiné à l'époque avec un Calvin Johnson qui devait avoir 18 points d'appui dans l'embut pour pouvoir valider une réception. J'aimerais bien qu'on m'explique
pour que ce soit clair justement sur des actions aussi litigieuses que ça, à partir de quand tu détermines un fumble? Moi, si un ballon fait 5 yards ou 10 yards, je veux bien avoir un doute, mais quand il fait 15 yards, j'ai du mal à considérer ça comme un fumble. Non mais tu sais que seul le code pénal est plus épais que le règlement NFL. Donc, sans doute. Tu sais que c'est très peu utilisé, mais il y a une règle quelque part qui doit dire que tu gagnes un point de plus quand tu rentres dans la end zone en moonwalk, parce que c'est hyper dur avec les crampons. Mais voilà, personne l'a osé encore. Donc mon flop, l'arbitrage. L'arbitrage. Raphaël, est-ce que tu j'ai retrouvé, en fait j'avais commencé à le rayer parce que du coup c'est le débat de jeudi, mais j'avais en flop Philip Rivers. Et bah, donc voilà, je le laisse. et j'avais trop de mal à trouver cette semaine, j'avais mis ça aussi, et donc c'est bien, on vous le laisse. L'occasion de préciser que dans l'émission de jeudi, vous aurez aussi le débrief du Titans Bills qui a lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Alors vous nous écoutez peut-être mercredi matin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent mercredi matin, donc il a déjà eu lieu. Mais nous on enregistre le mardi soir, donc vous aurez le débrief dans la prochaine émission. Pour l'instant on s'est dit entre nous qu'on va garder les émissions aux mêmes dates, parce que si on commence à essayer de suivre les programmations de la NFL, il y a moyen qu'on devienne chèvre. Donc on va rester pour l'instant dans nos standards. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 368 du podcast Jeune Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Il y en a encore plein cette semaine. Il y a Brice, Setsuna, Thierry, Peigné, Demanante, Olive G, Ben CLT56, Sébastien, Seb, François et France Max. Merci à tous. Vous êtes encore plus. On bat encore un record alors qu'on est à mi-mois. Donc n'hésitez pas à continuer en tout cas. Et je précise, j'ai dû recommander des stickers, j'ai recommandé des dessous de verre, enfin ça part tellement vite, j'ai quelques envois là qui sont en attente parce que j'ai épuisé certains stickers, il a fallu que j'en recommande, donc ça arrive, la commande est en cours, l'impression arrive. Merci beaucoup. Je vais vous rappeler avant de vous dire au revoir, messieurs, je vais rappeler les sites, les réseaux sociaux, Twitter et Facebook @TDActu, Instagram @JeunActu, @Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter, @Thielo Radio ça pour Greg, @AlainMattei pour moi-même, @TDActu pour le site. Je l'ai déjà dit. Merci beaucoup Greg, merci beaucoup Raphaël. Toujours un plaisir. Merci à tous les deux. T'as donné ton flop Alain? Oui, non, c'était Rivers aussi. Ah, pardon. On partage des flops maintenant. Bah ouais, écoute. Messieurs, je vous remercie encore une fois. On se dit à très bientôt. C'est Greg et Raoul dans l'émission de jeudi. Très bonne semaine sur tdactu.com. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.